Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine qui, cette semaine, sera assez exceptionnel puisque je le tourne depuis la Martinique où je participe aux assises contre la vie chère et nous allons faire un panorama sur la manière dont, face à la répression, il faut toujours se rappeler que ce sont les peuples qui écrivent l'histoire, en parlant évidemment de Gaza. On va parler de Bure et de la Nouvelle-Calédonie Kanaki. Nous allons parler des États-Unis. Nous allons parler de la purge du corps, vous savez, le Conseil d'orientation des retraites, et évidemment de la Martinique générique. Alors déjà, je dois dire que je suis très émue au moment où je suis en train de tourner ce panorama parce que je viens juste d'arriver en Martinique où je vais donc participer aux assises contre la vie chère. Je vais vous en parler juste après. Mais je suis très émue puisque je viens de voir les images de la place de la République qui sont absolument noires de monde, qui sont là pour accueillir à la fois Rima Hassan mais aussi Reva qui viennent juste d'arriver, donc d'être libérées des geôles israéliennes. Alors on a une grosse pensée à ce moment où je tourne. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo, et je l'espère de tout mon cœur, ils seront eux aussi libres. Mais on a une grosse pensée pour Yanis Mamdi, qui est journaliste à Blas, qui lui est toujours dans les geôles israéliennes, ainsi que Pascal Morieras, qui est lui ingénieur et marin, et qui doivent normalement rentrer avec un vol de vendredi. En tout cas, il ne faut pas relâcher la pression, parce que c'est la pression populaire, c'est la mobilisation du peuple partout dans le pays qui a permis d'arriver à leur libération. Je vous explique pourquoi c'était une semaine très intense pour nous. Évidemment, nos pensées tout entières étaient tournées à la fois vers Gaza, et je le redis, évidemment que ce qu'a fait la flottille, qui est une opération politique extrêmement forte qui a permis de relancer la mobilisation, était une action symbolique mais politique d'une importance qui était capitale. Mais il faut évidemment continuer de toutes nos forces à regarder vers Gaza, car à Gaza, tous les jours, on apprend un nombre de morts parce que, en plus des bombes qui continuent d'être larguées chaque jour, en plus du déplacement de population que Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite ne cessent de continuer d'exiger de la population, eh bien, vous avez tous les jours des Palestiniens qui sont tués par balles lorsqu'ils viennent aux distributions alimentaires. Et le choix de beaucoup de Palestiniens aujourd'hui se résume entre mourir par bombe, mourir de faim ou mourir par balle lors des distributions alimentaires qui sont devenues des pièges mortels. Et c'est insupportable de voir ça. C'est insupportable et insoutenable de voir des enfants qui sont réduits à l'état de squelette tellement l'état de la famine est avancé aujourd'hui à Gaza. C'est insupportable de voir que ceux qui sont les seuls autorisés à faire des distributions alimentaires en nombre largement insuffisant, une goutte d'eau dans l'océan de malheur qui est aujourd'hui organisé contre le peuple palestinien à Gaza, sont les mêmes qui, avec l'aide des États-Unis et d'Israël, tirent directement sur des gens alors que ce sont juste des gens affamés qui essayent de faire en sorte de pouvoir nourrir leur famille. Donc, évidemment, tous nos yeux et toute notre action doit continuer d'être orientée vers Gaza. Mais cette semaine, on a passé un seuil qui est très important dans la confrontation avec l'extrême droite israélienne. Pourquoi ? Parce que la flottille a été arrêtée en eau internationale de manière complètement illégale et je veux réinsister dessus. Ceux qui disent que les Israéliens avaient le droit d'arraisonner la flottille et donc de les arrêter, puis ensuite de les détenir, sont des menteurs. Parce qu'en droit international, Israël n'a aucun droit sur les eaux internationales, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ceux qui veulent faire croire qu'ils sont entrés illégalement sur le territoire israélien et que donc ils étaient sur des eaux israéliennes, sont ceux qui actent que l'occupation de Gaza est légale. Or, je le rappelle, en droit international et au regard du droit en général, l'occupation de Gaza par Israël est illégale. Et même depuis 2007, où ils ont quitté Gaza, ce sont eux qui contrôlent qui peut rentrer, qui peut sortir, ce sont eux qui contrôlent quelle nourriture peut rentrer, qui peut se déplacer, et qui aujourd'hui font que Gaza n'est même plus, comme on le disait régulièrement, une prison à ciel ouvert, mais un cimetière à ciel ouvert. Voilà. Donc, d'abord, la première chose, c'est que l'arrestation de la flottille de la liberté est illégale. Et d'ailleurs, 10 experts de l'ONU avaient appelé à un passage sûr de la flottille en disant d'abord que les Palestiniens avaient le droit de recevoir de l'aide humanitaire par voie maritime et que la deuxième chose, que personne n'avait le droit, au vu du droit de la mer et du droit international, d'arrêter la flottille comme l'ont fait le gouvernement de Netanyahou et son armée. Ensuite, nous n'avons plus aucune nouvelle directe de Rima et des autres militants sur la flottille et je dois dire que c'est l'honneur de la France d'avoir eu 6 représentants ressortissants français qui étaient sur cette flottille pour essayer de briser le blocus de Gaza.
Nous n'avons plus aucune nouvelle car ils ont confisqué l'ensemble des téléphones. Certains les ont même fait tomber dans la mer pour pas qu'ils ne tombent aux mains de Netanyahou. Et qu'ensuite, ils ont été emprisonnés en violation de leurs droits, avec des privations de sommeil qui ont été racontées, des menaces physiques et surtout un chantage qui a été fait sur une signature de documents où dans moult médias français, on vous a expliqué que Rima Hassan et ceux qui étaient dans la flottille ne voulaient pas quitter Israël. C'est là aussi absolument faux. Il faut expliquer partout que le document qu'on leur demandait de signer est un document qui voulait leur faire admettre et avouer qu'ils auraient commis un acte illégal alors qu'ils n'ont commis aucun acte illégal. Et donc vous imaginez que pour Netanyahou, c'est très intéressant d'avoir la signature de Rima Hassan, dont malgré lui, il a fait une icône au même niveau que Greta Thunberg maintenant au niveau mondial, d'avoir la signature de Rima Hassan qui acterait que l'occupation d'Israël est légale. Eh bien, comme je l'ai déjà dit dans des questions au gouvernement, Gaza ne sera jamais israélienne. Voilà de quoi il s'agissait sur la signature de ce document. Et donc, à partir de là, puisqu'il y avait un refus de signer les documents, à partir de là, ils les ont détenus pendant des heures et des heures, avec pour certains un passage à l'isolement. C'est le cas du militant brésilien qui a fait une grève de la faim, mais aussi de Rima Hassan parce qu'elle avait écrit Free Palestine sur les murs de sa cellule et qu'elle continuera cette lutte quoi qu'il en coûte à chacun et à chacune. Et nous continuerons toujours à faire en sorte que la Palestine ne disparaisse pas. Mais donc ils les ont détenus extrêmement longtemps, avec la possibilité, selon la loi israélienne, de les détenir encore un mois supplémentaire. Donc vous imaginez que nous mettions toute la pression que nous pouvons sur le gouvernement pour faire en sorte qu'enfin il agisse à la hauteur des événements. Nous avons dû mettre une pression juste pour que les services diplomatiques aillent voir les Français, et c'est évidemment la responsabilité du ministre de ne pas avoir été demandé à être en première ligne pour la défense de ces ressortissants et pour défendre à la fois le droit international, mais aussi juste défendre les intérêts de notre pays. Dans quel monde la France ne dit-elle pas un mot de condamnation lorsqu'un État étranger, en plus dirigé par quelqu'un, Benyamin Netanyahou, qui est poursuivi par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, dans quel monde la France ne dit pas un mot de condamnation alors qu'ils détiennent des Français, des militants en violation totale du droit international et une représentante du peuple français qui est Rima Hassan. Donc nous avons agi de toutes nos forces et tous les soirs, le peuple français a été magnifique pour se rassembler dans 200 endroits du pays, pour y compris dormir comme l'ont fait plusieurs jeunes places de la République pour qu'il y ait en continu une pression qui s'exerce. Et c'est grâce à la mobilisation citoyenne en France et dans le monde que nous avons pu obtenir ces libérations. Quant aux perroquets répondeurs automatiques qui, sur tous les médias, se sont passés entre eux les éléments de langage, dont il faudra demander un jour d'où ces éléments de langage viennent, si ce n'est de Netanyahou et de l'extrême droite israélienne elle-même. Ceux qui n'ont eu de cesse de raconter que c'était la croisière s'amuse, qu'il était temps que ce spectacle se termine avec des influenceuses maquillées qui étaient en train de faire une croisière sur le voilier Madeleine. Eh bien, tous ces gens-là n'ont non seulement rien compris à ce qui était en train de se passer, répètent les éléments de langage de l'extrême droite génocidaire de Netanyahou, mais en plus de cela, ne savent rien de la profondeur historique de ce qui est fait avec la flottille de la liberté, avec des bateaux qui partent en continu depuis 2010 pour tenter de briser le blocus, dont un qui en 2010 a été directement victime de tirs israéliens avec 9 personnes qui sont mortes, plusieurs personnes qui ont été détenues et des militants qui ont été détenus pendant plusieurs jours par Netanyahou et son armée de manière là aussi illégale, et ne savent pas que par exemple le 2 mai 2025 dernier, le dernier bateau de la flottille qui s'était rendu là aussi vers Gaza pour tenter de leur apporter de l'aide humanitaire, c'est-à-dire des couches, des médicaments, de la farine, de quoi manger, eh bien que ce bateau de cette flottille a lui aussi été attaqué avec des tirs de drone qui fort heureusement n'avaient fait aucun mort, mais qui, dans le cas du bateau dans lequel étaient Rima Hassan, Greta Thunberg et les autres, auraient conduit immédiatement à faire que ce bateau coule. Eh bien, Rima Hassan, lorsqu'elle est arrivée place de la République, enfin libérée après des dizaines d'heures détenue illégalement, kidnappée par un acte de piraterie en eau internationale, puis détenue illégalement, Rima Hassan, la première chose qu'elle a dit, c'est « ne quittez pas des yeux Gaza ». Et la deuxième chose qu'elle a dit, c'est « un autre bateau repartira bientôt et nous n'arrêterons jamais de lutter pour le droit du peuple palestinien parce qu'il est insupportable de voir que Benyamin Netanyahou continue dans une impunité complète à pouvoir commettre un génocide aux yeux de tout le monde et du monde entier. Quant aux journalistes qui
dont on a peu entendu les voix, alors que 2 de leurs confrères étaient emprisonnés là aussi de manière illégale, je dis à tout le monde, réveillez-vous. Et pour se réveiller, cela commence par aller manifester ce samedi 14 juin, qui pourrait être la plus grosse date de mobilisation française depuis le début, car n'en déplaise à Netanyahou, non seulement il a fait de Rima Hassan une icône au niveau mondial, mais en plus de cela, il a fait franchir un seuil de mobilisation partout, en France évidemment, mais partout dans le monde. Et je veux dire mon plein soutien aux citoyens du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Mauritanie ou encore de la Libye qui font une caravane humanitaire avec un nombre incalculable, une dizaine de milliers de personnes qui tentent de montrer que les peuples sont aux côtés du peuple palestinien pour apporter de l'aide et ne lâcheront pas ce qui est en train de se passer. Nous sommes dans un moment de bascule. On a dit qu'il y avait eu un moment de bascule en France il y a plusieurs semaines dans la manière dont, y compris dans les médias et les politiques, parler de la situation à Gaza, avec des gens qui, pour la première fois, élevaient la voix pour dire c'est un génocide, pour dire nous ne pouvons pas laisser faire ça. Eh bien, ce qu'a fait la flottille a fait plus en 10 jours que ce qu'aucun gouvernement, y compris celui de Macron, n'a fait en 20 mois de génocide. Et donc, la mobilisation ne s'arrêtera pas. Nous avions dit que nous n'arrêterions pas nos mobilisations tant que l'ensemble de l'équipage de la flottille ne serait pas libéré. Eh bien, nous n'arrêterons pas tant que le génocide du peuple palestinien ne sera pas terminé. En tout cas, je veux redire gloire évidemment à l'équipage de la flottille, gloire au peuple du monde qui partout se mobilise, gloire aux étudiants qui partout continuent de refuser qu'on leur apprenne de manière théorique le droit international et qui ensuite refusent que dans les faits, on laisse faire des violations aussi manifestes du droit international. Et gloire aux dockers de Fos-Marseille qui par leur action ont permis que 3 containers contenant des armes, notamment des composants pour des fusils mitrailleurs, ne partent pas vers Israël. C'est comme ça que nous réussirons à stopper le génocide palestinien. Et vraiment, on continue à mettre la pression à fond, et notamment en manifestant le 14 juin, car la semaine prochaine, c'est le moment où Emmanuel Macron fera sa fameuse conférence à New York avec l'Arabie Saoudite, et fameuse conférence dans laquelle il avait dit qu'il reconnaîtrait l'État de Palestine. Vous voyez qu'il est en train de bégayer, donc c'est le moment de mettre la pression au maximum pour dire embargo sur les armes, sanctions contre Netanyahou et son gouvernement, et suspension de l'accord d'association, et évidemment reconnaissance de l'État de Palestine. Alors, je continue avec quelque chose qui est un peu passé inaperçu, et c'est normal dans la semaine que nous venons de vivre et qui est pourtant particulièrement important. C'est ce qui s'est passé sur Bure et donc l'enfouissement des déchets nucléaires pour 100 000 ans. Bure est un projet, donc le projet CIGEO, est un projet qui date d'il y a maintenant plusieurs années, sur lequel il y a une lutte extrêmement forte d'habitants de Bure et de la Meuse, mais aussi de militants qui se sont regroupés autour et qui disent « nous ne voulons pas que Bure devienne une poubelle nucléaire ». Il se trouve que contre les militants à Bure, nous l'avons souvent appelé, et c'est à raison, le laboratoire de la répression qui a donné lieu à 8 ans de procès pour plusieurs militants qui ont eu des interdictions de territoire, des interdictions de se voir entre pendant 8 ans, des moyens antiterroristes qui ont été utilisés et instrumentalisés contre eux. On mettait des balises sur leurs véhicules, on a fait des écoutes au point que toutes les écoutes cumulées, des discussions qui ont été interceptées, ces 16 années d'écoutes cumulées qui ont été interceptées, 85 000 discussions qui ont été interceptées, eh bien, il se trouve qu'au bout de 8 ans, après un acharnement qu'on n'a jamais vu contre des militants qui se battent pour l'intérêt général, c'est-à-dire qu'on n'enfouisse pas des déchets nucléaires pour 100 000 ans, alors essayez même de comprendre comment est-ce qu'on va expliquer aux générations d'après qu'il y a des déchets nucléaires à cet endroit. Vous l'écrivez où, comment, dans quelle langue, dans quel matériau, c'est impossible. À Verdun, par exemple, on a retrouvé une usine de destruction d'obus qui avait été fermée il y a seulement 100 ans, en 1918. On l'a découverte en 2018. Elle polluait tous les sols et tout le monde avait oublié qu'elle était là. En 100 ans, là on parle de 100 000 ans. Eh bien, après 8 ans d'acharnement, une association de malfaiteurs faite contre les militants, la justice a tranché et a déclaré une relaxe totale de l'ensemble des militants de Bure, en montrant qu'il n'y avait pas d'association de malfaiteurs, qu'il n'y avait aucune charge retenue contre eux, et que donc cette grande opération qui a été menée, avec votre argent public, évidemment, elle a coûté au moins 1 million d'euros de surveillance et de dévoiement des moyens antiterroristes et policiers contre ces militants, eh bien que les malfaiteurs, ce ne sont pas eux, mais ce sont ceux qui essayent de polluer pour des générations et des générations les sols, les eaux, avec des conséquences qui pourraient être absolument dramatiques. Donc c'est un coup d'arrêt très fort contre l'autoritarisme d'Emmanuel Macron qui fait qu'aujourd'hui, et ça c'est le rapporteur spécial à l'ONU des défenseurs du droit à l'environnement qui le dit,
la France est aujourd'hui devenue le pire pays d'Europe sur la répression des militants écologistes. Eh bien, Bure vient mettre un point d'arrêt à ça et c'est fort heureux quand on voit la manière dont les militants contre la 69, vous savez, cette autoroute inutile qui fait gagner 15 minutes en détruisant des centaines d'hectares agricoles, ont été réprimés. Quand vous voyez Sainte-Soline, les 4000 grenades qui ont été lancées, le nombre de gens qui ont été blessés, y compris extrêmement grièvement, là aussi avec des condamnations des instances internationales. Quand vous voyez un gouvernement et un président qui ont tenté de dissoudre les soulèvements de la terre et qui, aujourd'hui, nous venons de l'apprendre, au Conseil des ministres ont décidé de dissoudre la Jeune Garde. C'est la première fois dans notre histoire qu'une organisation qui a un député, Raphaël Arnaud, qui est député dans le groupe Insoumis, dont nous sommes très fiers qu'il soit député parmi nous et représentant du peuple, c'est la première fois qu'une telle organisation est dissoute. Vous vous rendez compte, il y a eu le meurtre d'Aboubacar Cissé, il y a eu Hichem Miraoui, il y a eu Jamel Benjabala. Nous savons que l'extrême droite tue, que le fascisme est en train de monter partout en France et en Europe. Et que fait le gouvernement? Il dissout une association antifasciste et ceux qui, justement, permettent de combattre le fascisme. Donc, il va falloir résister plus que jamais. Et je veux dire quand même que je suis très, très, très heureuse, en plus de la libération de Rima Hassan et de l'équipage de la flottille, même s'il en reste 2, donc on reste mobilisé jusqu'au bout et pour le peuple palestinien. Je suis très heureuse d'avoir appris que la justice a elle aussi donné tort à Macron et au gouvernement, et notamment à Darmanin qui s'acharnait contre eux pour libérer Christian Théin, qui est le président du FLNKS, vous savez, du Front National de Libération pour la Kanaki Nouvelle-Calédonie, qui ont été libérés alors qu'ils avaient été transférés à 17 000 km de chez eux en négation totale de leurs droits. Et donc, maintenant qu'ils sont libres et que la justice a dit qu'ils étaient libres, nous demandons à ce qu'ils soient enfin rapatriés chez eux. En tout cas, cet autoritarisme continue. Et quand je vous disais que c'est toujours le peuple qui est la solution, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, qui est très, très, très impressionnant, puisque Trump a décidé de lancer une large opération contre les personnes migrantes et les personnes exilées, et donc a fait monter le nombre de personnes qui étaient arrêtées par la police de l'immigration de 400 par jour à 2000 par jour. Eh bien, quelle a été la réaction du peuple là-bas? C'est de se mobiliser massivement pour faire en sorte que le voisin, le collègue de travail, celui avec qui on est dans l'association de foot ne soit pas expulsé. Donc c'est en train de partir en bataille rangée. Et pour la première fois, Trump a décidé de déployer des gardes nationaux et des marines à Los Angeles et maintenant au Texas. C'est évidemment symptomatique de la fascisation des États-Unis. Mais pour vous dire quand même à quel point c'est grave, la dernière fois que la garde nationale avait été déployée sans l'accord du gouverneur, puisque le gouverneur a dit qu'il n'y avait pas besoin de déployer cette garde nationale, c'était en 1965 en Alabama pour assurer la sécurité de la marche pour les droits civils. Et il se trouve que la garde nationale avait mis extrêmement longtemps à être mobilisée lorsqu'il y avait eu la tentative de coup d'État au Capitole. Donc, je veux saluer ici la mobilisation populaire qui, contre la répression, s'élève et permet de défendre là aussi notre humanité commune. Alors, je termine par vous raconter ce avec quoi on va vous rebâcher les oreilles encore et encore dans les semaines et les mois et les années qui viennent. C'est le nouveau rapport du Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites, c'est un organisme qui est normalement utilisé pour produire des analyses sur comment va le système de retraite et qui permet ensuite au gouvernement et aux décideurs de pouvoir décider sur la base de plusieurs scénarios. Il se trouve que lors de la précédente réforme des retraites, dont vous vous rappelez qu'elle a été passée de force par 49.3, qu'elle n'a jamais été votée contre l'ensemble des syndicats, contre le peuple français, eh bien c'était Pierre-Louis Broye qui était à la tête du corps. Et lui avait dit dans un rapport qu'il n'y avait absolument aucun besoin, qu'il n'y avait aucun problème avec le financement du système de retraite. Donc il avait été à l'encontre du gouvernement. Alors qu'a fait le gouvernement et la Macronie? Bien sûr, ils l'ont dégagé. Et ils ont mis à la place Gilles Berset. Gilles Berset, je vais vous en parler juste après, mais il a produit un nouveau rapport. Et là, surprise, d'habitude, le Conseil d'orientation des retraites fait des analyses et ensuite propose plusieurs scénarios. Et à partir de ces plusieurs scénarios, chacun peut décider, on peut prendre des grandes décisions publiques. Il se trouve que là, ils n'ont fait qu'un seul scénario. Et alors, le scénario qui est proposé dans le nouveau rapport du Conseil d'orientation des retraites, c'est la retraite à 66 ans et demi. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça? D'abord parce qu'ils estiment qu'on ne pourrait pas augmenter les cotisations dans ce pays, donc on ne peut pas
augmenter les salaires, ce qui permettrait de rentrer plus de cotisations, faire surtout cotiser le capital et notamment les dividendes, ce qui permettrait de faire rentrer beaucoup de cotisations. Bref, faire en sorte qu'on revienne à la retraite à 60 ans, ce qui est tout à fait possible. Nous, on a montré le plan de financement qu'il pouvait y avoir. Et donc, ils essayent de dire que, comme le faisait Thatcher à l'époque, il n'y a pas d'autre alternative que ce qu'ils font, c'est-à-dire un monde de malheur où il y aura encore des milliers et des milliers de personnes qui ne verront pas un jour de leur retraite. Je rappelle que passer de 62 à 64 ans, c'est 15 000 personnes qui ne verront pas un seul jour de leur retraite. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit 66 ans et demi? Il faut regarder le pédigré de ce monsieur qui a été mis à la tête du Conseil d'orientation des retraites. Alors, Gilles Berset, c'est un économiste, bon, jusqu'à-là, ça va, qui est proche de Macron et favorable à la réforme de 66 ans et demi, aux surprises. Surtout, c'est celui qui a fait plusieurs rapports pour dire qu'il était contre l'augmentation du salaire minimum et donc contre l'augmentation des salaires. C'est celui qui a soutenu Hollande en 2012, Hollande qui avait Macron comme ministre et qui l'a ensuite mis comme président. C'est celui qui a soutenu Macron en 2017. C'est l'inspirateur en 2015 de la loi El Khomri qui a commencé à détricoter le droit du travail. Des ordonnances Macron de 2017 qui a continué de détricoter le droit du travail. Et c'est celui qui a qualifié de très sociale la réforme des retraites de 2023, celle qui a donc volé 2 ans de vie aux Français. Donc vous comprenez qu'avoir mis à la tête du Conseil d'orientation des retraites un ennemi des travailleurs fait qu'à la fin, vous avez un rapport tout pourri qu'il faut absolument décrédibiliser et qui ne vaut absolument rien. Oui, non seulement nous allons abroger la retraite à 64 ans, nous l'avons montré à l'Assemblée avec un vote qui montrait que nous avons une large majorité à l'Assemblée pour abroger cette réforme dont personne ne veut dans le pays. Et nous allons non seulement revenir à la retraite à 62 ans, mais y compris revenir à la retraite à 60 ans, n'en déplaise à Macron et à Gilles Berset. Enfin, je termine juste par vous dire, donc là je suis en Martinique. J'ai été invitée notamment par Jean-Philippe Nilor, qui est député PIA, qui siège dans le groupe Insoumis, et Marcelin Nadeau, donc qui sont 2 députés martiniquais, et avec une initiative qui vient aussi du RPRAC, vous savez, ce mouvement qui, pendant des semaines et des semaines, était un mouvement citoyen contre la vie chère, parce que il y a des gens qui ne peuvent plus vivre avec leurs enfants, les confier aux grands-parents, par exemple, parce qu'ils n'arrivent plus à nourrir leurs enfants correctement, qui doivent choisir entre des dépenses impossibles, payer l'eau, payer le loyer ou payer à manger, parce que on en arrive dans une situation où les prix, par exemple ici en Martinique, sont en moyenne pour l'alimentaire 40% plus élevés, mais quand on regarde certains produits, sont 80, 100, 120% plus élevés. Et j'ai fait plusieurs vidéos que vous pourrez retrouver où justement je comparais les prix en hexagone et les prix ici avec des opérations dans les supermarchés, où vous verrez que l'écart des prix est délirant, notamment dû au fait qu'il y a un phénomène que depuis 2009, les Antillais appellent la profitation, c'est-à-dire que certains s'en mettent plein les poches pendant que l'ensemble du peuple est en train de souffrir. Donc, on sera dans ces assises contre la vie chère, on sera en audition avec à la fois évidemment le RPRAC, mais aussi des syndicats, avec des universitaires. Et il y aura aussi beaucoup des députés des territoires dits d'outre-mer, de La Réunion, mon ami Jean-Hugues Gratenon qui vient juste d'arriver, mais aussi... on va avoir des députés de Calédonie, de Kanaki, avec Emmanuel Chibaou. On va avoir des députés de Polynésie. On va avoir des députés guyanais. Et donc, ça va être un moment qui est, je crois, très intéressant pour construire la suite, notamment parce que le gouvernement a annoncé un projet de loi contre la vie chère. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse se préparer à la bataille de l'Assemblée. Allez, viens dire bonjour, Jean-Hugues. À moi d'abord, et puis aux gens ensuite. Bonjour, le combat continue, quel que soit l'endroit de France. Exactement. Bonne semaine à vous.